Nous sommes en l'an 0. Les dieux ont quitté la Tyrie pour s'exiler vers les brumes, laissant l'humanité prendre en main son existence en Tyrie. Les 5 seront désormais observateurs et non plus acteurs. Ce sont les mortels, et eux seuls, qui devront écrire leur histoire. Les événements qui vont suivre à Khanta, Elona et sur le continent tyrien ne seront plus vraiment liés. Nous allons donc rompre la chronologie globale pour ne pas se perdre dans l'histoire de chaque continent. Ainsi, je vais consacrer une série de chapitres dédiés à un premier continent, puis passer au suivant, explorant tous les événements ayant eu lieu depuis l'Exode des dieux jusqu'en 1070 après l'Exode, date à laquelle commence l'histoire de Guild Wars Prophecy. Au cours de ce millénaire, le visage de la Tyrie va changer. Elle verra des héros émerger, tandis que d'autres tomberont en disgrâce. Elle verra des peuples cherchant à vivre en harmonie, et d'autres au dessein plus sombre. Enfin, elle verra des nations s'élever, et d'autres qui sombreront dans les flammes. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de l'histoire de la Tyrie. Nous allons débuter ce nouveau cycle par Elona. Nous sommes en l'an 0, et depuis 200 ans, la dynastie des rois primitifs règne sur le sud d'Elona. Leur influence s'étend des îles distants, où se situe leur cité Faranur, jusqu'à la région de Kurna. Aux alentours de 29 après l'Exode, leur territoire s'agrandit, englobant désormais la désolation, ces terres sulfureuses en ruine depuis la chute d'Abaddon, ainsi que la région de Vabi au nord-est. Les rois primitifs poussèrent même leurs frontières un peu plus au nord, aux abords du désert de cristal, pour y construire un magnifique monument, le tombeau des rois primitifs. Cette immense structure avait pour rôle d'accueillir les dépouilles des anciens rois et reines, ainsi que celles de leurs proches, familles, serviteurs ou gardes personnels, leur accordant un repos éternel auprès des plus illustres souverains de la dynastie primitive. Les rois et reines se succédèrent d'année en année. Même si nous n'avons pas de registre précis sur ces souverains, certains auront laissé leur empreinte dans cette période dynastique. On peut citer par exemple la reine Nadigé, qui régnait sur une Elona sauvage et sans loi. Il y avait beau avoir des rois en place depuis des générations, ce n'était pas pour autant que la vie était belle et joyeuse sur tout le territoire. La population était rassemblée en tribus, et beaucoup d'Éloniens innocents souffraient des conflits internes qui régnaient sur le continent. Nadigé rassembla plusieurs guerriers émérites et fonda la garde des lanciers du soleil, chargée de pacifier les régions sensibles et de protéger les plus faibles. Des siècles plus tard, alors que leur nombre grandissait de plus en plus, cette garde se renomma l'Ordre des Lanciers du Soleil, que vous connaissez très certainement, et se fixa pour but d'être les gardiens de la nation d'Elona tout entière. La croissance d'Elona était sans limite. Des contacts furent établis avec le continent tyrien, apportant des premiers échanges commerciaux aux alentours de 221 après l'Exode. Des Éloniens allèrent même plus loin et s'installèrent en Tyrie, en 300 après l'Exode, faisant de la région de Crite une colonie élonienne. Et a priori, sans bain de sang. Rien qui ne soit remonté jusqu'à notre époque en tout cas. Ainsi, Elona prospérait. Bien sûr, tout n'était pas rose. Des groupuscules de corsaires émergeaient petit à petit, jusqu'à être bien organisés, en 324 après l'Exode. Mais cela n'empêchait pas les Éloniens de faire évoluer leur nation, et de l'embellir, en bâtissant divers monuments sur l'île d'Istan ou à Vabi. La prospérité sous la dynastie des rois primitifs semblait donc partie pour durer éternellement. Mais, comme vous vous en doutez, dans ce monde, rien n'est éternel. Et les rois primitifs allaient le constater de façon dramatique. En 452 après l'Exode, le trône était partagé par 2 sœurs, Nala et Dala, qui vivaient dans toute l'opulence que la royauté pouvait apporter. Pourtant, au sein de Faranur, la cité des rois primitifs, un mal était sur le point de s'éveiller. Une épidémie commençait à se répandre dans la cité, prenant pour cible tous les habitants, sans distinction d'âge ou de sexe, et évoluant, aggravant les symptômes de la maladie de jour en jour.
Alors que l'épidémie se propageait, les habitants de Faranur commençaient à brûler les cadavres des malades ainsi que leurs habitations. Mais en vain. Rien ne semblait stopper ce fléau. Pire, les symptômes prirent une tournure horrible. Du corps des contaminés sortirent des insectes, déchirant la peau et les os de leur hôte dans une douleur extrême, et s'attaquant à la population restante pour disséminer dans leur corps les œufs de la prochaine vague de contamination. Oui, c'est vrai, j'aurais dû vous prévenir, désolé. Ainsi débuta ce que l'on appelle le fléau des scarabées à Faranur. La population commençait à fuir la cité vers l'est distant, pensant que cela suffirait à les sauver. Mais ils ne firent que répandre encore plus rapidement la maladie. Les lanciers du soleil, dont le sanctuaire se situait sur Istan, aidèrent les Istani autant qu'ils le pouvaient au péril de leur vie, tentant tant bien que mal de mettre toute l'île d'Istan en quarantaine pour y contenir le fléau. Mais ce dernier était déjà à un stade trop avancé. Bientôt, tous se réfugièrent sur le continent et les autres régions d'Elona. Mais en faisant cela, l'épidémie s'y répandit également. Ce fut une hécatombe. Les morts étaient innombrables. Pire, le fléau des scarabées avait atteint les derniers membres de la lignée royale, mettant un terme définitif à la dynastie des rois primitifs. Elona plongea dans le chaos. Le fléau des scarabées disparut en 456 après l'Exode, sans vraiment qu'on en connaisse la raison. Mais Elona était ravagée. Istan était perdu, abandonné, et la population survivante vivait à Kurna et Vabi, livrés à eux-mêmes sans aucune autorité royale. Cela ne dura toutefois guère longtemps. La même année, Admun Kolos s'accapara le trône et devint le roi d'Elona, initiant une nouvelle lignée royale, la Grande Dynastie. Sous son règne, Istan fut recolonisé en 520 après l'Exode, et un nouvel âge débuta à Elona. Mais, comme on le sait déjà, rien n'est fait pour durer. Cette dynastie sombra beaucoup plus rapidement que la précédente, ne laissant que très peu sa marque dans l'histoire. 127 ans après la prise de pouvoir d'Admun Kolos, en 583 après l'Exode, la Grande Dynastie s'acheva, marquant le début d'une nouvelle ère, celle des dynasties déchues, laissant le continent sans aucune autorité, aucune lignée royale. À la place, le pays devint un champ de bataille à grande échelle, cadre d'une des guerres civiles les plus sanglantes de l'histoire d'Elona, les guerres des prétendants. Et tout avait commencé par une série de prétendants au trône, clamant haut et fort être des descendants des rois primitifs, et voulant réunifier la nation tout entière ou revenir aux traditions ancestrales. Le pays était à nouveau ravagé. Pas par des insectes cette fois-ci, mais par l'avidité de l'homme. L'espoir déclinait parmi les Éloniens. Des arcanistes clamaient même haut et fort que ces guerres servaient les desseins d'horreurs démoniaques tapis dans l'ombre. Pour autant, certains combattaient les ténèbres que cette époque pouvait apporter. Des nouveaux guerriers saints, se disant élus des dieux, apparurent à Elona, des derviches. Ils apportaient l'espoir que ces conflits futiles cesseraient un jour, et que le pays se relèverait enfin pour retrouver sa splendeur d'antan. Et ce jour arriva enfin. Après 57 ans de conflit, en 640 après l'Exode, les guerres des prétendants prirent fin. Et des cendres des dynasties éloniennes émergèrent 3 nations indépendantes. 3 nations avec la volonté de garder les guerres dans le passé et voir l'avenir chargé de paix. 3 nations alliées qui allaient reconstruire Elona. Istan, tout d'abord, fut reconstruite sur les ruines du fléau des scarabées. Faranur restait abandonné, mais tout l'est de l'île prit un essor spectaculaire, notamment dans le domaine maritime, faisant de cette province la plus grande puissance commerciale du continent. Kamadan, le joyau d'Istan, fut construite sur la côte est, port de la flotte navale istani et capitale de la province, gardant les côtes d'Elona contre tout envahisseur potentiel. Kurna, ensuite, incarnait la puissance militaire, prête à défendre le continent tout entier contre des menaces extérieures et intérieures.
La volonté de ne plus retomber dans les errances du passé avait forgé chaque Cournant, et du haut des remparts de Gandhara, la forteresse de la Lune, l'armée Cournane était prête à protéger les 3 nations d'Elona. Et enfin Vabi, magnifique province prônant la culture et l'art, lieu de spectacle et de festival, mettant en avant la beauté et l'opulence, en témoignent les magnifiques jardins de Séborin, érigés au centre de la province. Elona n'avait plus de roi et n'en avait plus besoin. Istan, Courna et Vabi s'élevaient au-dessus de ce continent aride et montraient leur puissance et leur union au monde entier. Elona était en paix, une paix qui aspirait à durer. Mais, comme vous le savez, rien ne dure en ce monde. Et l'équilibre atteint jusqu'à présent allait être rompu, cette fois-ci non pas par un fléau à grande échelle ou par des guerres civiles, mais par un seul homme. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à explorer l'histoire d'Elona et à vous la retranscrire. J'espère que ça vous plaira. Comme vous vous en doutez, l'histoire de ce continent ne s'arrête pas là. Le prochain chapitre abordera un arc majeur de cette histoire, dont vous connaissez sûrement les protagonistes. En attendant, et comme d'habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!